à l'émission Racaille, la radio des rapins sans fouet, sans houe et sans courbette, qui va consacrer l'émission qui suit à Jules Adler, avec tout de suite ma camarade Pécherichou, qui va vous lire, vous parler en tout cas de sa bio. Bon, alors on peut peut-être quand même revenir sur Jules Adler. Alors Jules Adler, c'est une exposition, c'est Jules Adler, peintre sous la Troisième République, une exposition qu'on est allé visiter à la piscine. La piscine, c'est à Roubaix, et on a découvert effectivement ce peintre qu'on a qualifié de peintre des humbles, qui est un peintre qui a une peinture qui va aller entre le naturalisme et un peu l'impressionnisme plus sur la fin de sa vie, et une peinture qui nous touche énormément parce qu'on va découvrir effectivement tout ce monde social, ouvrier, familial qui nous est cher. Alors Jules Adler est un peintre qui est maintenant complètement qui était quasiment inconnu, son nom dira pratiquement rien, sauf que finalement tout le monde le connaît parce qu'il y a une de ses toiles qui est devenue pratiquement une icône, c'est cette image de la grève au Creusot, où on voit le peuple qui manifeste avec des drapeaux bleu, blanc, rouge lors des grèves des usines Schneider en 1899, et en fait cette image a été reprise pratiquement dans tous les livres d'histoire, ou a même servi souvent à illustrer des couvertures de Germinal. Donc en fait on croit ne pas connaître Jules Adler, mais en fait on le connaît tout de même. Alors, qui était ce Jules Adler? Alors, Jules Adler est né en 1865, le 8 juillet plus précisément. Il est né en Haute-Saône, à Luxeuil-les-Bains. Donc, il est d'origine juive. Ses parents sont originaires d'Alsace. Son père s'appelle Nathan Adler et sa maman Julie Grombach. Et donc, ses parents tenaient une boutique d'étoffes. Alors Jules Adler va rejoindre ses deux frères à Paris pour s'inscrire à l'école des arts décoratifs en 1882. Et là, il va échouer au concours de l'école nationale des beaux-arts. Il va s'inscrire à l'académie Julian, dans l'atelier de Bougreau et de Tony Robert Fleury. Voilà, il fréquente assidûment donc cette académie Julian jusqu'en 1890. Ensuite, il va devenir finalement un élève de l'école des Beaux-Arts, car il est reçu au concours de professeur de dessin. Et à partir de cette date, il va exposer régulièrement au salon, presque chaque année, quoi. Bon, il a tout fait pour réussir, Il a travaillé, en fait, comme tous les artistes dont on parle, il est rapidement passionné de dessin, et malgré son premier échec, il fera tout pour entrer donc dans cette école. Donc il va avoir après une première toile qui va être achetée par l'État, une toile qui s'appelle Léla. Donc là, comme Léla, les fatigués, ce sont tous les ouvriers. On y reviendra un peu après dans la partie artistique. Et là, il vit à Paris vers la place de la République. Après, il ira rejoindre plutôt le coin des Batignolles, mais pour l'instant, il vit à Paris. Et quand on arrive en 1898, au moment de l'affaire Dreyfus, il rejoint forcément ce camp des Dreyfusards, et il paraît que chez lui, ce sera donc un QG des Dreyfusards. C'est là que les gens viendront discuter. Donc jusqu'en 1911, lui vivra en tout cas à Paris. Après, en 1899, justement, il va faire des séjours régulièrement. Il va aller au Creusot en novembre pour assister à ces grèves. Donc, ce qu'il va peindre, c'est pas simplement ce qu'il voit, ce qu'il peut supposer. Il sera sur place, et il va justement assister au défilé de ces 7000 employés des usines Schneider en grève. Voilà. Après, il va aussi voyager à partir de 1900. Il va voyager à Charleroi avec le peintre Tancred Sinave, et il va rencontrer Constantin Meunier, et d'ailleurs on va l'appeler le Constantin Meunier français. D'ailleurs la lecture que je ferai après, c'est un texte c'est un discours qu'il a prononcé en Belgique. Donc il va aller à Bruxelles. Il va aussi faire partie du comité fondateur du premier salon d'automne. Il va rencontrer Stendhal. On sent bien, de toute façon, il y a ce côté, cette proximité avec les ouvriers qui va forcément les rapprocher. Donc, ce sera un ami de Stendhal. Alors, une des parties de l'exposition qu'on commentera ensuite après, à partir de 1910, 1913, il va passer une partie de ses étés dans le Nord. Donc, on va le retrouver du côté d'Étaples, du côté de Montreuil-sur-Mer, du côté de Boulogne. Et là, il va peindre ce monde de la pêche. On voit bien ces hommes qui partent à la pêche, qui reviennent pas, ces femmes de pêcheurs. Donc, il y aura toute une série de toiles qui relateront tout ça. Oui, parce qu'on parle souvent des ouvriers, de la misère ouvrière.
la misère des pêcheurs, elle n'avait rien à leur envier. Hein. Voilà, alors après, c'est au moment de la guerre, en fait, avec son épouse, en 1915, ils vont organiser une cantine sur la place Pigalle. Et il aura une mission de peintre en 1917 aux armées. Il est à Souilly-sur-Meuse. Il est sur le front de Verdun. Et là, en fait, il va croquer la guerre, mais justement pas dans une vue forcément nationaliste. Il va croquer les barbelés, les mutilés, la souffrance. Donc pour en faire une exposition qui sera à la galerie de Vambès, quoi. Donc ça, ce sera tous ces dessins qui ont été réalisés dans une usine de guerre. Donc Jules Adler va régulièrement exposer. En 1929, il va obtenir pour 5 ans un poste de professeur de dessin à l'École nationale des Beaux-Arts. Et en 1933, ce sera l'inauguration en fait du musée Jules Adler. Où il est, ce musée? Il est à Luxeuil-les-Bains, dans sa ville de naissance. Et justement, après l'exposition, on va voir aussi qu'il va peindre des fresques sur les termes de Luxeuil. C'est ce qu'on voit en fin d'exposition. Compte, en fait, en 44, le 29 mars 1944, suite à une dénonciation, Jules Adler et son épouse sont arrêtés à leur domicile et ils vont être internés durant 6 mois à l'hôpital Fondation Rothschild, malgré une intervention de la Société des artistes français. Et là, le peintre réalise de nombreux croquis des autres internés, et pendant ce temps-là, leur appartement rue des Batignolles va être dévasté, quoi. Et il va décéder en 1952, il va décéder à Nogent-sur-Marne. En fait, il sera dans la misère, à la maison des artistes, parce qu'en fait, il aura très peu de revenus, et ensuite sera inhumé au cimetière Saint-Vincent à Montmartre. Pâle ou vermeille, brune ou blonde, bébé mignon. Dans les larmes, ça vient au monde, cher à Guignon. Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé, comme un vrai champignon, ça pousse, cher à pavé. À 15 ans, ça rentre à l'usine sans éventail. Du matin au soir, ça turbine, cher à travail. Fleur des fortifs, ça s'étiole quand c'est giron. Dans un guet-apens, ça se viole, cher à patron. Jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent. Alors ça rentre en brasserie, cher à client. Ça tombe encore de chute en chute, honteuse un soir. Pour un franc, ça fait la culbute, cher à trottoir. Ça vieillit et plus bas ça glisse un beau matin. Ça va s'inscrire à la police, cher à Roussin. Ou bien sans carte, ça travaille dans sa maison. Alors ça se fout sur la paille, cher à prison. Un mal, souffrant le supplice, vieux et tremblant, ça va geindre dans un hospice, cher à savant. Enfin, ayant vidé la coupe, bu tout le fiel, quand c'est crevé, ça se découpe, cher à scalpel. Patron, t'as d'héliogabale, d'effroi saisi. Quand vous tomberez sous nos balles, cher à fusil. Pour que chaque chien sur vos trognes pisse à l'écart, nous leur laisserons vos charognes, cher à Macquart.
Fille d'ouvrier, Michel Bernard. Oui, comment dirais-je, une chanson assez bouleversante. Voilà, à chaque fois je tombe dans le piège, je le cherche. Bah, tant mieux. Vous êtes sur Radio Soupente, hein, la station de Rapin, 100 fois 100 voix et 100 courbettes. Je veux dire qu'à un certain âge, faire des courbettes, c'est de plus en plus difficile. Et c'est l'émission Araka consacrée aujourd'hui, en ce moment, on vous en cause, à Jules Adler, un artiste assez extraordinaire, en tout cas pour nous, qu'on a redécouvert. C'est ma camarade, je crois qu'il l'a redécouvert. Elle redécouvre beaucoup, sinon une découvreuse en même temps, une redécouvreuse. Voilà, et on a, comme elle vous l'a déjà susurré dans le cornet, on est allé à Roubex, à une exposition à la piscine, où on a pu se gaver de l'Adler à donf. Et il fallait voir ma camarade, elle fait de la lévitation dans ces cas-là. Alors c'est une attraction publique. Ouais, c'est une très belle expo, donc on pourra rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure. Et là, en fait, il y avait justement une photocopie d'un extrait de journal, d'un discours de Jules Adler. J'ai dit tout à l'heure dans sa bio que Jules Adler était allé régulièrement à Bruxelles, qu'il avait rencontré Constantin Meunier et qu'il était fasciné donc par la Belgique. Donc voilà un extrait d'un de ses discours qu'il a fait en Belgique. J'ai appris en de fréquents voyages à aimer la Belgique. J'aime la qualité puissante de sa lumière, son atmosphère limpide, le charme profond et intime qui s'en dégage. J'aime particulièrement ses artistes. J'aime en vos peintres leur qualité franche et puissante de matière. Nos ciels gris et soyeux de l'Île-de-France et de Paris résisteraient mal à vos accords sonores. De là, peut-être à cause de l'atmosphère même, une différence de moyens d'expression entre vous et nous. D'ailleurs, nous sommes tous, je pense, d'un même avis. Qu'importe la langue, pourvu que par des moyens, même très modestes, on dise de son mieux tout ce que la nature vous raconte. J'ai travaillé à Charleroi, j'y ai vécu des heures émouvantes, là-haut, sur ce terrain de la Providence qui domine toute la vallée de la Sambre, et d'où j'assistais chaque soir, très ému, au formidable spectacle de la nuit qui descendait. La ville au loin était mangée par les fumées, les hauts fourneaux s'allumaient, et des tas d'étoiles d'argent et d'or, venant du ciel et des corons, racontaient de leurs yeux la vie profonde qui naissait dans la nuit. Et c'est à cette époque que j'eus la grande joie de rencontrer mon vieil ami Watley, qui me fit connaître votre grand sculpteur Constantin Meunier, cet artiste admirable qui fut un peu mon patron et m'honora de son amitié. Et ce n'est pas un pieux devoir aujourd'hui de témoigner devant vous de l'hommage de sa mémoire, les sentiments fidèles et de mon admiration profonde. Me voici à nouveau en Belgique, où grâce à de vieilles affections, vous m'avez convié à poser devant vous, je vous en remercie. Maintenant me voici arrivé à l'âge où déjà on se retourne pour regarder derrière soi la route parcourue, on réfléchit davantage, jugeant plus exactement des raisons essentielles et multiples, souvent mystérieuses qui ont fixé le sens de notre vie. Je me rends maintenant compte que ma nature me pousse à exprimer surtout la vie profonde des êtres et des choses plutôt qu'à tourner de l'œil une grande fête de couleurs. Une phrase d'Homère recueillie dans l'Iliade m'a toujours profondément impressionné. Une œuvre n'est éternelle que si elle est traversée par quelques frissons d'humanité. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec Homère. D'ailleurs, c'est un vieux camarade de combat, Homère. Hein. On va boire des pourres ensemble, on a fait des teufs terribles avec le père Homère. Là, oui, non, franchement, il faut un peu, comment dirais-je, vous remettre au goût du jour, les enfants, là. Hein. Voilà, donc en fait, on voit dans ce discours, effectivement, tout ce qui va transparaître en fait dans l'œuvre d'Adler, dans ses tableaux, dans son attachement justement aux gens qui va peindre à ces paysages. Tout à fait. Il est surtout, de mon point de vue, hein, mais bon, on peut avoir des avis sûrement différents, et j'en serais tout à fait heureux. Pour moi, c'est un peintre du peuple, de la misère, du travail, etc. Un peu comme Constantin Meunier, qui n'a pas fait que de la sculpture, il a fait aussi de la peinture, et il a peint les hauts fourneaux aussi. Hein. Ouais, on avait été voir son musée, c'est à Ixelles justement, ouais, il y a un musée avec ses sculptures et ses peintures. Et c'est là que ma camarade a ramassé une prune en Belgique. Voilà, non. Constantin Meunier, si vous avez le courage de bouger vos popotins, vous allez à Roubex, à la piscine, et là,
vous pourrez planer comme ma camarade ou l'éviter. Ouais, Jules Adler, hein, pas Constantin Meunier. Quoique justement, à côté de cette exposition sur Jules Adler, il y a une partie qui est justement consacrée aux sculpteurs belges. Donc voilà. Il y a toute on peut voir quelques œuvres de Constantin Meunier, pas ces grandes sculptures qu'on a vues sur place, mais des sculptures beaucoup plus petites justement. Oui, parce qu'il fait aussi dans le monumental. Mais dans le monumental, c'est des fondeurs, c'est des gens comme ça, avec des masses, ou des paysans avec leurs binettes, là, leur sarcloir, etc., ou leurs faux. Voilà, c'est des choses solides. Tire sans secousse, d'un pas engourdi, du nord au midi, de ville à village, au cours des hallages, nous allons sans repos, adieu, au pas lourd des chevaux, adieu. La minute du repos éternel, je veux comme une brute qu'on me mette au soleil dans une passe fréquentée pour entendre les éclusées tout le long des canaux. Au pas lourd des chevaux du radeau, nous sommes les marins d'eau douce qu'un cheval tire sans secousse, d'un pas engourdi, du nord au midi, de ville à village, au cours des hallages, nous allons sans repos. Adieu, au pas lourd des chevaux, adieu. Chanson de Halage, interprétée par Damia, justement, qui traduit bien un peu cet effort des travailleurs là, que Adler pourra représenter, sauf que lui ne représente pas avec des chevaux, il va représenter effectivement les gens qui tirent avec des cordes les péniches sur les canaux. Quoi. Oui, comme l'avait fait Dorignac avec ses fusains, là, on voyait 3 femmes qui allaient une péniche, enfin, elles étaient costauds, hein, mais bon, quand même, aller une péniche, ça pèse quand même quelques tonnes. Voilà, disons que sur l'eau, c'est peut-être plus facile, mais bon, quand même. Ouais, mais c'est vrai qu'on retrouve un peu, forcément, on retrouve ce mouvement, ces corps complètement en biais pour avoir la force de pouvoir tirer, quoi, ces visages marqués par le travail. Donc cette expo Jules Adler, c'est quand même une grosse exposition. Donc il y a plusieurs sections, hein, parce qu'il a représenté, on a vu, donc il y aura une partie qui est consacrée aux rues de Paris avec les ouvriers, les humbles et puis plus les miséreux, ces petits métiers, ces joies populaires, ces boulevards, ces canaux. Il y a une partie donc qui est consacrée aussi aux travailleurs d'usine, hein, c'est aux grévistes, aux paysages industriels. Une partie justement avec ses croquis de guerre. Là, c'est ce qu'il a croqué quand il était parti au front. Une section aussi consacrée aux matelots, aux matelotes, là, quand il était en résidence, quand il passait ses vacances dans le nord de la France.
Et puis une partie que j'aime beaucoup aussi à la fin, sur les campagnes, sur ces cheminots et ces, ces paysans, quoi. Oui, tout à fait. Mais ce que j'ai remarqué dans son travail, ce sont des ouvriers, ce sont des gens qui crèvent, quoi, de faim, de misère, de froid, de tout ce que vous voulez. Mais par contre, les visages, ils sont pas torturés du tout. C'est souvent, la plupart du temps, des visages assez sereins. Voilà. C'est ça qui est aussi assez intéressant dans sa vision de l'humanité. C'est qu'il appuie pas bêtement sur le miséreux, quoi, en mettant des traits ou des attitudes qui accentuent encore cette misère. Mais voilà, c'est des gens, ils ont pas l'air d'être plus malheureux que ça, quoi. Alors que pourtant, ils sont malheureux. Et on voit leur situation, on voit leurs vêtements, on peut pas douter que leur vie doit être terrible. Ouais, mais il a cette proximité justement qui traduit bien par sa peinture naturaliste. Et ses premières toiles sur Paris, justement, il y a cette toile des là où on voit tous ces ouvriers qui partent travailler. C'est le matin, ils partent travailler, ils sont côte à côte dans la rue. De même qu'il y a une toile qui s'appelle le Faubourg, où là c'est le peuple qui est dans la rue. C'est celle-ci, je crois, le Faubourg où il est là qui se rend au travail. Donc il y a tous les détails, il y a les vitrines, il y a une jeune ouvrière avec son compagnon, il y a une petite modiste. D'ailleurs, il a fait aussi un jeune trottin là, qui est toute seule, qui est représenté seul, une toile d'une jeune femme qui va travailler. Oui, parce que là, j'ai sous les yeux une peinture d'un pêcheur et de sa femme qui sont sur l'acheté d'un port ou d'une rivière plutôt. Et quand on voit les peintures naturalistes qu'on a vues sur la Manche, là, à Étaples, etc., vraiment, les visages traduisent une souffrance là, pas du tout. Alors c'est ma vision, enfin peut-être que j'en rajoute un peu, mais quand même, je veux dire que je viens de découvrir ça plus maintenant, parce qu'évidemment, quand on est une expo, même si l'expo, c'est pas une expo à Orsay, ou des trucs comme ça, il y a quand même des gens qui vous distraient un petit peu moi ça me gêne tout le temps, la proximité des regardeurs, autre que moi. Voilà, non. Et là, il y a une. Alors, ça fait penser un peu à Van Gogh sur le chemin d'Arles. C'est une peinture justement d'un cheminot ou d'un trimardeur sur une route, bordée d'arbres, et vraiment, on pense vraiment à la peinture de Van Gogh sur la route d'Arles quand il va peindre. Voilà. Mais c'est encore une fois une peinture. C'est léger, voilà, il y a une douceur dedans qui atténue, si vous voulez, qui atténue le côté difficile de la vie de cet homme. Voilà, parce qu'un cheminot, c'était pas une vie de tous les jours très très folichonne, quoique. Ouais, quoi qu'il y avait une indépendance aussi, justement, il y avait, parce qu'il y a pas mal de peintres comme Pissarro, anarchistes aussi, qui ont représenté ces cheminots justement par rapport à cette liberté. Et d'ailleurs, ces toiles qui sont dans pratiquement l'avant-dernière salle, justement, sont plus rehaussées en couleur que ces premières toiles naturalistes. Oui, tout à fait. Non, mais il y a quand même dans la touche. Il y a une douceur qui est assez curieuse parce que quand les peintres naturalistes sont pas vraiment dans la douceur de la touche. Donc il y en a, on voit pas du tout de touche, mais bon. Lui, on voit une touche, mais elle est quand même assez. Voilà, c'est là j'ai un couple encore de marins. Peintre naturaliste, et on l'appelait le peintre des humbles, voilà, c'est ça. Et là, on voit un pêcheur avec un petit bonnet à pompons et sa femme qui porte un sac assez lourd, un panier, quoi, dans le dos.
Et l'homme sourit, et la femme, elle n'a pas l'air aussi exténuée qu'elle devrait l'être. Voilà. Ouais, il y a toutes ces représentations, effectivement. Les salles sont bien distinctes. Il y a aussi une partie sur Limoges. Il y a un enterrement. Il y a des femmes qui sont dans une rue dans le Limousin là, qui discutent, qui sont de dos. En fait, je trouve qu'on est vraiment. Il y a une maman avec son enfant, celle que j'ai mise sur le blog là. Et là, dans cette photo, il y a l'enfant justement qui est habillé en rouge qui ressort complètement au premier plan. Il y en a une que j'aime bien aussi, c'est des fumées qu'on voit à Batignolles. Et là, les gens sont les enfants et le monsieur qui regarde sont derrière une grille. Et en fait, on voit les fumées derrière la grille et ils sont tous de dos. Ouais. Oui, ça, il a fait beaucoup là j'en ai une sous les yeux, il a fait beaucoup de peintures où il y a deux personnages, un homme et une femme de dos. Voilà, il y avait quelqu'un qui m'a raconté une histoire à propos parce que de peindre ou de dessiner ou de représenter des gens de dos, si vous voulez, ça stimule l'imagination. On peut imaginer, voilà, on peut imaginer ce qu'ils sont, etc., etc. Voilà, c'est quelque chose qui pose des questions en tout cas. C'est pas complètement innocent. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment une belle découverte que ce travail de Jules Adler. C'est une exposition qui avait été montrée déjà avant à Évian et à Dole, donc là qui est à Roubaix. En plus à Roubaix ça résonne quand même avec tout ce passé industriel des usines, des défilatures, où il y a eu effectivement là aussi des grèves, tout ce passé industriel. Et à partir d'octobre, je ne sais pas si c'est exactement la même exposition, elle sera présentée au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Ouais, alors les parigots, tête de veau, là il faut vous bouger, parce que peut-être qu'à la Roubaix pour vous ça pose des problèmes, quoi, quand en train il y en a pour 1 heure, et en autocar pour 3 heures. non, il faut vraiment vous bouger, parce que c'est quelqu'un d'assez exceptionnel de notre point de vue en tout cas. Et à Roubaix, on doit dire qu'à la piscine, à la Roubaix, qui est une ville complètement sinistrée, il y a plein d'hôtels particuliers qui sont à l'abandon, etc., etc. D'ailleurs, on va vous parler tout à l'heure d'un film qui se passe à Roubaix. Bon, c'est pas vraiment réjouissant. Voilà. Roubaix, ça a perdu, parce que c'était vraiment une ville très riche, vu le nombre d'hôtels particuliers qui restent debout, même s'ils sont maintenant abandonnés, etc., etc. C'est une ville extrêmement riche, et aujourd'hui, si vous voulez, leur héritage, ils se servent de ce passé, mais culturellement, voilà, c'est pas plus idiot qu'autre chose, ça permet à la ville de continuer à exister, et ils investissent beaucoup dans l'art, avec non seulement la piscine, mais il y a d'autres lieux d'exposition dans Roubaix, pour la sculpture, etc., etc. Il y a une manufacture qui est restée complètement en l'état, avec toutes les machines. Et d'ailleurs, là, il y a une machine énorme où il y a une tapisserie qui est en continu. Quand il y a des visiteurs, on leur montre comment ça fonctionnait. Donc, ça rajoute quelques centimètres carrés de tapisserie. Voilà. Donc, je ne sais pas comment ça finit, ce truc, mais c'est gigantesque. Voilà. On voit la technologie des machines à tisser, c'est quelque chose d'hallucinant, et c'est pas des machines qui sont toutes jeunes, ça date, la manufacture elle a dû fermer quand, dans les années 60 ou quelque chose comme ça, et donc c'est des machines qui datent des années 60, mais déjà des années 60 et d'ailleurs on était réputés, les machines à tisser françaises étaient réputées dans le monde entier, on en achetait dans le monde entier. Voilà, une des dernières toiles dans cette exposition, c'est une toile très grande, c'est Paris vue du Sacré-Cœur. Donc là c'est pareil, c'est encore des gens qui sont principalement de dos. Oui. Et là c'est donc Paris vue du Sacré-Cœur, donc c'est une toile qui est un peu différente de des peintures qu'on avait vues jusqu'à présent. Elle est plus douce. Je ne sais pas si elle est plus poétique, mais je trouve qu'elle est moins forte quand même que justement celle des enfants devant la grille là, qui fait un peu penser presque à des photos de douaneaux avec les petits gosses et leur béret, quoi. Et donc il y a ce musée à Luxeuil qui a été fait à la demande d'Adler. En 1932, Adler avait manifesté ce souhait de faire don à sa ville natale de plusieurs dizaines de peintures et de dessins pour ouvrir un musée qui lui était consacré, ce qui a donc eu lieu
en 1933. Donc en fait, il a eu de son vivant, il a pu avoir un musée. Ben, c'est quand même une belle récompense Ouais. pour quelqu'un comme lui. Mais Ouais. ça l'a pas empêché de finir sans le sou, quoi. De finir à la maison d'artistes de Nogent-sur-Marne. Hein. Enfin, il y a pire comme maison de retraite, hein. Il y a pire comme hospice, parce que là, ils ont un parc de 10 hectares. Hein, voilà. Et tout de suite, sur Radio Soupente, notre camarade Piqueco va vous causer dans le poste des expos. Voilà, après cette rediffusion sur l'exposition Jules Adler à la piscine de Roubaix. Donc dans les expositions, toujours Damien de Roubaix à la BNF, en un jour si obscur jusqu'au 16 février. Pollock, les premières années au musée Picasso jusqu'au 19 janvier. Jacques Prévert, le rêveur d'images au musée de Montmartre jusqu'au 16 février. Josephson, sculpture au musée d'art moderne jusqu'au 16 février. Ainsi qu'Éric Dubuc, toujours au musée d'art moderne jusqu'au 23 mars. Alors Éric Dubuc, il faut aller chercher dans les collections permanentes. Eugène Carrière, peintre et humaniste au musée Eugène Carrière jusqu'au 30 mars, mais seulement le dimanche de 15h à 18h. Harriet Baker, la musique des couleurs au musée d'Orsay jusqu'au 12 janvier. Caillebotte, peindre les hommes à Orsay jusqu'au 19 janvier. Figure du fou au Louvre jusqu'au 3 février. José de Ribera au Petit Palais jusqu'au 23 février. Nadia Léger au musée Mayol jusqu'au 23 mars. Et je rajouterai une exposition, c'est Entre les Seuils. C'est une exposition qui est à Montreuil, à la Tour Orion, au 6e étage. En fait, ce sont les diplômés de l'école des arts décoratifs qui sont exposés. Il y a 50 diplômés qui sont exposés sur 150 élèves qui ont reçu leur diplôme. Et j'insiste pour en parler parce qu'il y a Alice Amoroso qu'on aime particulièrement ici et qui présente son travail. Alors il y a sa matrice qu'on avait déjà vue à Ancre à la Vache Bleue, là ce jeune anglais qui a été tué par l'armée israélienne, mais également il y a le vitrail de Rachel Corrie dont elle avait parlé dans l'émission et qui est exposé, et il y a une tapisserie sur l'Afghanistan qui est absolument fabuleuse, moi qui m'a complètement éblouie par le travail qu'elle y a fait. On rappelle que Rachel Corrie est une Américaine qui a été écrasée par un bulldozer israélien. Voilà, donc Alice travaille beaucoup sur la Palestine. Elle est exceptionnelle parce que elle a un travail artistique qui est vraiment formidable et avec un engagement politique, ce qui fait qu'elle a une puissance quand même incroyable par rapport, même la joie par rapport à l'ensemble des exposants. Bon, il y a des choses qui m'ont plu, il y a du travail sur du textile, moi j'aime beaucoup le textile, donc il y a des choses que j'ai trouvées agréables à regarder, où j'ai admiré le travail, la composition. Il y avait une jeune femme qui travaillait avec les Athènes, donc sur ce qui s'est passé en Grèce, elle est en lien, elle va régulièrement en Grèce, elle avait participé à une radio libre, mais effectivement, le travail d'Alice, je trouve qu'il est vraiment, je trouve qu'il écrase un peu tout le monde par sa qualité. Et là, cette tapisserie, on est resté au moins un quart d'heure devant parce que j'avais plein de questions à lui poser sur la façon dont elle avait travaillé, ou elle a travaillé avec du numérique, comment elle a mis ses fils, tout ce qu'il y a. Elle travaille beaucoup sur la figuration, donc il y a tout ce travail il y a les militaires, il y a les gens, il y a vraiment plein de choses, c'est rempli de détails, il y a tout le tour de la table. C'est un livre. C'est complètement un livre, c'est une histoire qu'elle raconte et avec un rendu incroyable, quoi. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, c'est jusqu'au 15 décembre, c'est au métro Croix de Chavaux, c'est au 6e étage, donc ça vaut le coup d'aller voir ce travail. Par contre, il fait très froid, il faut bien se couvrir. Tu rappelles le nom du lieu? C'est la Tour Orion, c'est au métro Croix de Chavaux, c'est rue de Vincennes, tout au début de la rue de Vincennes. C'est sur la gauche ou la droite? C'est sur la droite quand on sort du métro, après la Quel galerie métro? éphémère de Croix de Chavaux, à la sortie rue Kléber. Donc voilà, le culturel de la semaine. Robert, tu as regardé un DVD que tu aimes particulièrement regarder? Oui, sur Robérol, peintre creusois magnifique, qui a maintenant à Émoutier son musée, voulu par la municipalité socialiste d'Émoutier, par son maire surtout, voilà, et où nous sommes allés avec ma camarade Piqueco il y a déjà quelques années, quand le train allait jusqu'à Émoutier. Maintenant c'est terminé, et on a eu un parcours d'ailleurs il y a dans ce musée magnifique avec ses toiles gigantesques de Robérol et ses sculptures aussi, car c'est un sculpteur de grande classe. Voilà,
c'est un rêve, voilà, qu'on peut vivre, on peut rentrer dedans et y vivre le temps d'un parcours de cette exposition, où on entend même la voix de Robert-Roll qui parle de son travail, etc., etc. Voilà, c'est magnifique, c'est sublime, c'est extraordinaire. Je crois qu'on n'a jamais vu un lieu artistique aussi bouleversant que celui-là, qui est dans ce DVD d'ailleurs, qui est en vente justement dans ce musée avec Moutier. Vous pouvez écrire au musée et puis vous pouvez vous le faire envoyer, hein. Je pense que c'est possible. Voilà, c'est Robert-Roll qui a été un pote un peintre canadien, Roy Oppel, grand amateur de spiritueux, et puis aussi grand amateur de pêche à la truite, comme Robert-Roll. Donc ils ont pêché à la truite au Canada. Là-bas, il y a des rivières magnifiques où on peut attraper ce poisson mythique. Et Robert-Roll aussi est très connu des gardes-pêche creusois, parce qu'il pratiquait aussi presque, pas un peu illégalement, la pêche dans les rivières de la Creuse. Voilà. Ouais, puis on voit effectivement il explique comment est née sa passion, qu'il a eu un accident à la jambe quand il était jeune, qu'il a été immobilisé, que c'est là qu'il a commencé à beaucoup dessiner. Voilà. Il n'a pas fait d'école d'art, il n'a pas fait de beaux-arts ni rien, on peut dire que c'est un autodidacte, mais un autodidacte du gigantisme, parce que c'est des toiles qui font 6 mètres sur 5, ou des trucs énormes, quoi. Et quand on pense qu'il claudiquait, quoi, qu'il avait du mal à marcher, etc., à la fin de sa vie, il a une chaise roulante, il faut le voir faire de l'exercice avec sa chaise roulante, c'est assez extraordinaire. Oui, non, et il était marié avec le modèle de Matisse, voilà, qui lui considérait que le travail de Matisse avec sa femme comme modèle, c'était de la bluette. Et sa femme disait que c'est parce qu'il était jalmince. Je pense quand même. Et tout de suite, sur Arakaï, le salut à nos amants, Claude et André de la Nation. Salut Claude, salut André, pas folichon. Claude et William, nos potes de Brest, la nouvelle Côte d'Azur bretonne. Bon, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, j'espère, les amis. Oui, nous on vous aime en tout cas. Je vais vous écrire alors. Oui, moi aussi peut-être, hein, si j'ai le poignet qui se délie. Jean-Paul Souvraz, un grand peintre de Schnorr qui gîte à coups de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque, une petite maison de Schnorr, dans une petite rue de Schnorr, bien pavée, bien... Et lorsqu'on est allé le voir, à notre sortie de sa chaumine, on s'est ramassé sur la tête toute la flotte du ciel, c'était quelque chose d'assez costaud. Claudine, une pote à ma camarade Pécheco, qui partage avec ma camarade Pécheco beaucoup de points communs concernant l'art en tout cas. Mais pas que, elle se voit assez souvent, pour des petits cafés, des petits trucs comme ça. Voilà. Il est jaloux. Corinne, Anne-Emmanuel et Frédéric, 3 poteaux qui font dans l'art sur papier, sur toile, voilà, et qui de temps en temps exposent rue du Faubourg Saint-Antoine, dans une toute petite galerie. Juliette Planck, une graveuse émérite en relégation à Rochefort-sur-Mer, une grande de la gravure, hein, qui donne des cours aussi et qui participe à une radio qui se nomme Radio Bigaille. Sophie Villotrex-Brageux, une graveuse peintre aussi dont on aime beaucoup le travail, et la personnalité qui est assez comment dirais-je, ordinaire. Clément, le Van Gogh de la taille d'épargne qui grave sur tout ce qui bouge, un dément de l'art, quoi. On peut pas dire autrement. C'est l'art, quand on dit Van Gogh, de la gravure de taille d'épargne, bon, voilà. C'est pas tout à fait des gens normaux, mais on l'adore comme artiste et comme humain. Agnès Dubart, une graveuse émérite aussi, qui s'est carapatée de Lille, où on l'a connue, pour aller d'abord en Ariège, et puis aujourd'hui, qui est en Bretagne Sud.
Salut Agnès, on t'aime. Thierry Morciot, un graveur belge magnifique, dont on aime aussi beaucoup le travail. Alice Amoroso, la camarade vient de vous en causer. Alice, oui. C'est notre graveuse, voilà, la plus belle du monde. Rolvilula, un camarade à Alice Amoroso, qui grave aussi d'une manière divine. Colette et Jacqueline, deux veuves de peintres, Colette pour Odon et Jacqueline pour Humbert. Voilà, deux artistes qu'on aimait beaucoup et qui en sont aujourd'hui disparus, ainsi que Colette. Ouais, trop récemment, triste. Et on en est complètement bouleversé. Liliane et Laurence, deux écrivaines qui ne sont plus qu'une. Il reste Laurence sur les deux, Liliane ayant mis les bouts pour des contrées moins tristes que la terre. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, on espère qu'on pourra bien l'aimer longtemps. Marie-Christine et Christophe, des militants chez Militantier, milite. Ah, c'est du militant. Cécile, tu la sens la 5e puissance. Oui, notre Cécile, on la sent et on t'aime. La rousse flamboyante, qui est plus rousse mais blanche. Un peu triste quand même, le blanc. Voilà, la rousse flamboyante qui anime 2 émissions sur une radio omni à destination des enfants et de leurs parents. Et comme c'est une ancienne de l'éducation nationale, on peut dire qu'ils sont gâtés, parce qu'elle sait de quoi elle parle, et elle en parle bien. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourron-Marlotte, c'est Bourron-Marlotte, c'est pas loin de Fontainebleau, c'est un petit bled où il s'est passé beaucoup de choses à l'époque des naturalistes et des impressionnistes. Voilà. Et Anne-Isabelle Roubaille, elle maintient une permanence de ce côté-là, dont nous avons découvert l'œuvre à la librairie L'Empreinte, tenue par Florence Quenu, qui expose des artistes locaux, enfin qui prête ses simèses à des artistes locaux à Bourron-Marlotte. Dominique Paul-Alardouin, une grande galériste de Paris, qui a animé, qui a un petit peu fait gratter les dessous de bras du plan parisien dans le domaine de l'art, avec sa maman, Thérèse Franco, toutes les deux aujourd'hui disparues. On chérit le souvenir de Dominique particulièrement. Marie Degnaud, qui tient la galerie Kaléidoscope sur la rive gauche, après avoir été sur la rive droite, et qui sait garnir ses simèses de belles choses. Antoine Melory des Champignons, c'est un groupe de musicaux totalement inconnu, mais que ma camarade Piquet-Cou connaît. Elle connaît plein de choses inconnues. Et Anna Sinoraska, une peintre polonaise, qui est une voisine de ma camarade Piquet-Cou. Ouais, elle a un peu de mal à peindre en ce moment, Anna. Bon, c'est dommage. Elle n'est pas la seule. Et je crois que c'est par exemple Rob Hérol qui disait qu'à la suite d'une expo, je me souviens plus de quel peintre, il avait arrêté de peindre pendant 6 mois. Il ne pouvait plus rien faire pendant 6 mois. Tellement le travail du peintre qu'il avait, je pense que c'était un peintre des années du Quattrocento, quelque chose comme ça, du Titian, je sais pas qui, qu'il avait vu une peinture particulièrement extraordinaire et que ça lui avait coupé les bras pendant 6 mois. Donc ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde n'est pas non plus ce peintre de... Comment c'est mon peintre qui fait... Bram van Velde. Bram van Velde, voilà. Tout le monde n'est pas Bram van Velde et donc... quoique, comme disait justement Rob Hérol, il disait, parce que quand on lui demandait, alors, tu t'en sors hein, financièrement, tout ça, il disait, comment je fais... Mon travail n'intéresse pas beaucoup les marchands d'art, puisque je fais qu'une 20aine de tableaux par an. Voilà. Il avait bien raison que les marchands... Mais c'est connu depuis longtemps que les marchands d'art, s'il faut, c'est produire. Surtout les marchands d'art américains. Mais c'est un peu triste d'ailleurs. Parce que Rob Hérol, vu la dimension des œuvres qu'il trafiquait, si on peut dire ça, parce que c'est un vrai trafic quand il travaille, eh bien, il ne pouvait pas en faire beaucoup plus que ce qu'il en faisait. Je trouve que c'est beaucoup pour des œuvres de cette dimension et de cette qualité. Voilà, et on se finit avec Mélisse, faut vivre. Tranquille.
Ouais, salut à les tous. copines, salut les copains. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut Pardi, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort s'il peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges, jour après jour, mais bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.